Faut-il voir A Knight of the Seven Kingdoms, la dernière série événement HBO dans l'univers de Game of Thrones? Comme toujours, on va en parler un peu, mais sans spoiler l'intrigue. Vous allez voir d'ailleurs que je vais être encore plus prudent que d'habitude sur ce sujet des spoils, parce que si au moment de la vidéo 2 épisodes sont déjà sortis, eh bien j'ai eu la chance de voir toute la série en avant-première, et donc je sais où ça va. Pour autant, elle tente des trucs en termes de ton et de narration, en s'éloignant un peu de ce que fait Game of Thrones d'ordinaire, et il en découle des inspirations historiques un peu différentes aussi. Enfin, je dis un peu différentes, mais en réalité, vous allez voir que c'est à la fois vrai et à la fois pas vrai, mais commençons par la base. A Knight of the Seven Kingdoms est une histoire dans l'univers de Game of Thrones qui se passe environ 80 ans après House of the Dragon et 90 ans avant les événements de la première série intitulée Game of Thrones. Oui, bon, jusque-là, ça va normalement, vous suivez. On y suit les aventures de Dunk, un jeune chevalier errant. Il était écuyer d'un vieux chevalier errant, mais la mort de ce dernier précipite l'accession de Dunk au rang de chevalier. Il cherche alors à reprendre le métier des armes de son ancien maître et à subsister en vendant ses services ou en participant à des tournois. Il fait bien vite la connaissance de l'œuf, un gamin au crâne aussi rasé qu'à la langue bien pendue. Le personnage s'appelle Egg en anglais, parce que Egg, ça veut dire œuf en anglais. Voilà, bref. Notre œuf devient l'écuyer de Dunk et c'est le début de nombreuses aventures, la série racontant la première de celles-ci. Et parce que oui, comme les séries précédentes, A Knight of the Seven Kingdoms est l'adaptation d'un ouvrage de George R.R. Martin. Il s'agit d'un recueil de nouvelles publié sous le nom Le Chevalier Errant, ou Chronique du Chevalier Errant selon les éditions, et la première saison de la série se concentre sur le premier récit. Bon, et dans la mesure où il y a deux autres nouvelles intitulées La Veuve Rouge et L'œuf de dragon, il y a fort à parier que A Knight of the Seven Kingdoms ait au moins 2 saisons supplémentaires. Et je vais vous le dire tout net, j'ai lu la nouvelle qui a inspiré la saison la semaine dernière, et c'est probablement un des meilleurs récits de chevalerie que j'ai pu lire, depuis Chrétien de Troyes avec les romans de la table ronde, Arthur, Lancelot et les autres, et puis Walter Scott avec Ivanhoe quand j'étais ado. Et ouais, rien que ça, c'est vraiment un roman, enfin une nouvelle, assez exceptionnelle sur les questions de chevalerie. Toute l'intrigue se passe au tournoi organisé par le seigneur de Sandreguet pour sa fille, et ce qui est assez dingue, c'est que si on enlève les mentions de dragons et les armoiries qui ne sont pas conformes, tout pourrait se passer au XIVe siècle, et je serais pas choqué du tout, parce que le récit est plutôt très inspiré de l'histoire. Ceci étant dit, vous avez compris que j'ai trouvé le livre génial, et j'avais un peu peur de me lancer dans la série après ça, mais j'ai été surpris du traitement d'adaptation, on va en reparler après l'intervention de quelqu'un qui a un truc à vous dire. Bonjour, vous me reconnaissez? Bah oui, c'est moi, Cupidon. Évidemment, j'ai vieilli, depuis l'Antiquité, je pouvais pas rester un bébé toute ma vie, hein. Puis je vais pas vous mentir, ces derniers temps, avec les applis de rencontre, le boulot a pas été facile, mais ne vous en faites pas, je suis toujours là pour vous filer un coup de main. Et je sais ce que vous vous dites en ce moment, c'est bientôt la Saint-Valentin, et vous n'avez toujours pas d'idée pour faire un cadeau à l'élu de votre cœur. Mais pas de panique, j'ai la solution, Holzkern. Holzkern est une belle maison autrichienne de montres, bijoux et lunettes de soleil, dont la particularité est de fabriquer leurs objets avec des matériaux naturels comme le bois, la pierre, les plumes, des perles et même des feuilles parfois. Et comme ces matériaux dans la nature, chaque création est merveilleusement unique, exactement comme l'élu de votre cœur, mais ça tombe bien, oui, for sure. Vous trouverez chez eux des idées de cadeaux élégants et pratiques, pour les hommes comme pour les femmes, des créations en petite série pour assurer une production éthique et responsable, le tout garanti 2 ans. Mais même moi, je peux pas garantir l'amour sur 2 ans, c'est vous dire, hein. Que vous cherchiez une bonne idée pour un homme ou une femme, vous avez plein de solutions. Par exemple, moi j'aime beaucoup cette montre nomadique avec son cadran en agate rouge comme la passion, mais je sais que maman s'est fait offrir le modèle Everbloom par son soupirant secret avec des jolies fleurs de prunier. Mais si, maman, vous la connaissez forcément, c'est Vénus, la déesse de l'amour. Bref, comme je suis moi-même un spécialiste de l'amour depuis toujours, Icarius m'a fait une petite place sur sa chaîne pour vous en parler et vous proposer un code promo grâce auquel vous avez moins 15% sur toute la boutique Holzkern. En suivant le lien dans la description et avec le code Holzkarius, vous avez aussi en plus de ces 15% la livraison et les retours gratuits en cas de besoin. Et comme chez Holzkern, ils ont aussi le sens du détail, vous recevrez également une belle pochette cadeau pour chaque commande passée avant la Saint-Valentin. Et oui, en 2026, vous n'avez peut-être plus besoin de mes flèches pour toucher les cœurs, mais une jolie montre fait aussi bien le job, et puis c'est peut-être moins dangereux que ce truc. Ouais, sale temps pour les petits enjeux de l'amour, hein. Heureusement qu'il y a Holzkern, hein. Bref, revenons à la série. La première chose qu'on remarque, c'est que ok, c'est dans l'univers de Game of Thrones qui a popularisé les récits inspirés de périodes anciennes où tout est toujours sombre, sale, déprimant, avec des gens qui se tuent pour un oui, pour un non, et se trahissent pour une bouchée de pain. Mais au-delà de ça, la série a tenté un truc vraiment nouveau, l'humour.
Bon, je vais pas trop vous spoiler, mais on est sur un humour assez particulier, sur lequel on accroche ou non, et dont il est assez difficile de faire abstraction. Et je vous avoue que j'aurais bien aimé faire abstraction. En fait, ce qui est assez fou, c'est qu'on a une adaptation qui, dans 80% des cas, copie très exactement les passages du livre, et même les dialogues. Par moments, c'est mot à mot les dialogues du bouquin. Pour autant, chaque fois que la série décide de s'en éloigner, et disons que ça en devient assez discutable. Côté inspiration du matériel, on retrouve pas mal de choses dont je voulais vous parler depuis House of the Dragon, parce que les accessoiristes semblent avoir bien compris que le plus facile pour faire une série de fantasy, c'est de prendre des éléments historiques, les mélanger et les réadapter un peu à l'univers. Et c'est comme ça qu'on voit énormément de boucliers de tournois dans cette première saison, aux armes des différents jouteurs. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont utilisé des formes très différentes. On a par exemple des éléments très arrondis qui correspondent assez bien au modèle historique de ce genre, mais également des modèles avec beaucoup d'angles et des formes complexes, comme celui-ci, qui sont typiques de la joute à cheval allemande ou autrichienne. C'est assez bien vu parce que ça permet de rester dans un visuel clair à comprendre, assez crédible, mais qui semble un peu fantastique parce que les formes sont assez peu courantes. De la même manière, on a l'utilisation chez un des jouteurs d'un bouclier à la hongroise, un modèle avec une forme très particulière de pointe relevée, exactement comme celui-là, et ce type de bouclier a servi en tournoi, mais également à la guerre, chez certains peuples d'Europe de l'Est et d'Europe centrale. Moi je trouve la forme cool, j'aime beaucoup. On remarque également l'utilisation de dagues à oreilles, un modèle de la fin du Moyen-Âge qui a comme deux grandes oreilles, oui complètement, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Et de la même manière que je suis sûr que vous pouvez trouver le nom de ce modèle. Voilà, et me le mettre en commentaire pour faire un peu de boulot à mon modérateur. C'est exactement ce à quoi vous pensez. Bref, les dagues à oreilles, c'est rigolo parce que c'est un peu spécial comme design, mais ça fonctionne très bien en fantasy. Le prince targaryen Daemon en portait déjà une dans House of the Dragon, mais là, ce sont tous les princes targaryens qui en portent, à l'exception de Baelor, ce qui n'est peut-être pas un hasard, mais vous verrez. Voilà, ce qui est assez cool, c'est qu'il y a plein de petits détails de ce genre un petit peu partout qui traînent ici et là. Pour exemple, on retrouve des morceaux de cette armure à pointe que j'aime bien, parce que c'est un modèle italien ou suisse du début du XVIe siècle et qui est une des 3 armures uniquement destinées à la parade que je connaisse. Oui, parce que pour rappel, les armures de parade, c'est très rare en fait. Quel que soit le niveau de décor et de raffinement, historiquement une armure est surtout faite d'abord pour servir si besoin. Bref, donc cette armure, ce n'est pas la première fois qu'on la voit puisqu'elle était déjà portée par un chevalier du Val d'Arin dans la série originelle et qu'on en retrouvait des morceaux dans House of the Dragon. Oh, oh. Here I come. Oh, here I come. Oh. Et ça montre bien que malgré les adaptations, les costumiers et accessoiristes de la série ont une vraie direction artistique d'une maison à l'autre, suivie d'une série à l'autre, et inspirée de modèles historiques bien particuliers. Et je trouve ça vraiment très cool au final. Après, dans la série, des inspirations inattendues de cette série, accrochez-vous parce qu'on a 2 choses qui m'ont frappé, c'est ce qu'on appelle l'English Tournament, et les vieux films médiévaux de manière générale d'ailleurs, mais surtout, Sacré Graal. Ouais, Sacré Graal, ouais. Alors l'English Tournament, d'abord, c'est quoi ? En fait, à partir du 19e siècle et un peu au 20e, les nobles britanniques aimaient bien se prévaloir d'ascendances prestigieuses, d'un passé médiéval avec des ancêtres glorieux, si vous voulez. Du coup, ils commencent à se faire enterrer avec des évocations de aumes ou d'armures, et ça donne lieu à un commerce incroyablement florissant de fausses pièces médiévales. Eh oui, c'est un peu toujours le 19e, le responsable de ce genre de truc, et si ça vous intéresse, j'avais fait une petite vidéo sur un home particulièrement impressionnant avec le musée de l'armée, c'est sur Insta, je vous mets le lien dans la description. Bref, on nage ici en plein romantisme. Les aristocrates britanniques se revendiquent de l'époque médiévale, se font enterrer avec des objets qui font médiévaux, et donc tout naturellement, comme ils ont du temps à perdre, ils se disent qu'ils vont enfiler les vieilles armures qui traînent dans leur château et se mettre sur la gueule en mode joute équestre et tournoi. Mais comme à l'époque, Game of Thrones n'est pas encore sorti, on est sur quelque chose de très flamboyant, de très coloré, avec des plumes, des armures qui brillent, des tissus qui volent, bref, c'est la fête, et ça a servi d'inspiration pour tous les films sur le Moyen-Âge au XXe siècle. C'est un univers très coloré et très marqué, et A Knight of the Seven Kingdoms reprend complètement cet imaginaire dans certains passages, ce qui est assez étrange parce que ça tranche complètement avec l'univers habituel de Game of Thrones. Que la série exploite quand même, hein, donc le mélange des deux, c'est particulier. Et même la joute à cheval dans la série, on a d'un côté un mélange très étrange de mauvaises joutes sérieuses où les gens se font mal et où c'est violent, et de l'autre, des passages de pure voltige où les mecs font n'importe quoi et des cabrioles, comme si leurs armes et leurs armures ne pesaient rien sur leurs chevaux, et encore une fois, c'est super perturbant. Bon, comme il y a plein de lances par terre parce que j'ai fait un sujet lance et j'ai pas encore rangé, j'en profite pour vous montrer un truc. Dans les films et les séries historiques, vous voyez très souvent les gens qui joutent
tenir leur lance, on va essayer de rien casser, tenir leur lance comme ça, c'est-à-dire en bout de coude. Et ça, c'est une très mauvaise idée parce que vu la violence de ce type de joute, c'est le meilleur moyen de se faire emporter le bras en fait. Normalement, une lance, ça se tient comme ça, vraiment bien calé, bien sous le bras quoi. Et là, poum, vous pouvez mettre des placards, il n'y a aucun problème, ça va y aller un petit peu fort. Voilà. Et c'est hyper important parce qu'en fait, cette technique-là, c'est celle qui fait que la cavalerie, la chevalerie médiévale va, en partie, prendre toute son importance au Moyen-Âge. Donc en fait, c'est pas anodin de changer entre ça et ça, c'est vraiment le signe de on est super fort et on casse tout. Voilà. Bon, en réalité, comme d'habitude, c'est plus compliqué, mais au moins vous avez l'idée. Dans la série des trucs perturbants d'ailleurs, certains casques et armures sont... Comment vous dire? Je l'ai déjà dit de toute façon, pour moi, c'est du Sacré Graal, le film culte des Monty Python sorti dans les années 70. Des aumes en forme de tube avec des grilles très très larges par exemple pour le visage, des cottes d'armes beaucoup trop grandes sur des bouts d'armure approximatifs, et un côté un peu toujours... En français on pourrait dire que c'est rigolo quoi, c'est très comédie dans l'idée. Et d'un côté on a des passages comme ça, de l'autre on a des passages ultra sérieux et dramatiques à la Game of Thrones. C'est vraiment étonnant comme choix au final, et je vois bien qu'ils ont voulu tenter des trucs, même si ça m'a donné l'impression que la série ne savait jamais vraiment si elle voulait être drôle ou dramatique. Après, dans le positif, on voit bien que les tournois étaient l'occasion de grandes fêtes, avec des villes provisoires d'artisans, d'artistes, de commerçants, de chevaliers et de leurs suites, qui s'installaient là pour l'occasion pendant quelques jours. On perçoit également très bien les hiérarchies sociales au sein même des chevaliers et les enjeux financiers que représente la conservation d'un tel statut. Puisque, je le rappelle, au Moyen-Âge, un chevalier peut perdre son statut s'il n'est pas capable d'entretenir cheval, armes et armure. On voit bien aussi le côté festif, très festif des tournois, avec là encore dans la série une inspiration très nette des films historiques de la deuxième moitié du XXe siècle. Et c'est là que ça devient rigolo! Oui, parce que de base, on a une interprétation du XXe siècle, sur inspiration historique du récit plutôt XIVe siècle, avec des éléments du XVe siècle dans les armures, du XVIe siècle dans certains costumes, mais également du XVIIe siècle dans cette mise en scène de la fête et de certains passages. Voilà, et bien entendu, la surcouche style Game of Thrones, archétype du XXIe siècle. Voilà, pour quelqu'un comme moi, il y a de quoi se donner un peu le tourné. Alors, faut-il voir A Knight of the Seven Kingdoms? Comme toujours, ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire ou non, mais pour le coup, eh ben faites ce que vous voulez. Il y a du bon, il y a du mauvais, et difficile de trier. Si vous étiez fan du livre et du côté très chevalerie, il y a fort à parier que vous soyez déçu. En tout cas, c'est un peu mon cas. Si vous êtes fan de la série originelle et de House of the Dragons, je suis curieux de voir si vous accrochez à cette tentative plus humoristique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et bon, on va pas se mentir, de manière générale, si vous aimez les blagues de paix et un peu pipi caca, vous n'allez pas être déçu du voyage. Heureusement, les showrunners de la série ont dit qu'ils avaient limité ce genre de choses par rapport à leurs idées d'origine. Je me demande ce que ça aurait été sans ça. Pour moi, la vraie force de la série, c'est le choix de casting pour Dunk et Luff. Les deux acteurs s'en sortent exceptionnellement bien et collent très bien au récit. C'est un peu dans la lignée récente des productions où on voit le voyage initiatique de deux personnages, avec une différence d'âge perçue très importante. Je pense comme ça à The Last of Us ou The Mandalorian, spontanément. Ce qu'il faut en retenir, et que je trouve rigolo, même si l'approche se discute, c'est que la série tente un mélange de genres assez étonnant. Elle adapte des choses qui sont déjà des adaptations de l'histoire très marquées, et je continue encore aujourd'hui à me demander si c'est un hasard ou des clins d'œil véritablement maîtrisés. Bon, comme je suis un garçon positif, j'ai un peu tendance à vouloir croire à la deuxième option, mais je vous laisserai juge. Alors vous pourriez me dire, oui mais enfin, ça reste de la fantaisie, pas de l'histoire, on fait bien la différence, c'est juste du divertissement, etc. Et vous vous fourreriez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, parce que la fantaisie, c'est de l'histoire. Et oui, je vous l'ai déjà dit, pour faire de la bonne fantaisie, on s'appuie en très grande majorité sur des choses historiques que l'on modifie ou que l'on mélange. Si en plus on y applique un vernis de réalisme comme Game of Thrones a toujours voulu le faire, eh bien forcément, ça brouille les repères entre histoire et fiction. C'est comme ça qu'au moment de la sortie des saisons de la série originelle, beaucoup de gens parlaient de ce qui s'y passait en disant « à l'époque » par abus de langage. Alors que l'époque de Game of Thrones, pour nous, c'est... Il n'y a pas d'époque de Game of Thrones... Enfin, non. Et depuis, toutes les productions inspirées de l'histoire, quelle que soit la période, eh bien elles s'inspirent du style Game of Thrones sombre, sale, déprimant, traite, violent, etc. Même si, comme j'en ai déjà parlé, ce n'est pas par Game of Thrones que ça a commencé, mais la série a considérablement augmenté la popularité et la normalisation de ce genre de mise en scène des périodes anciennes. Mais attendez, je vais revenir un peu à cette histoire de repères brouillés entre histoire et fiction dans la fantasy.
Le cinéma, de manière générale, fait souvent appel à un prérequis culturel, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur ce que vous savez déjà, sur ce que vous avez déjà en tête. C'est aussi pour ces raisons que le cinéma non occidental peut nous sembler difficile d'accès de prime abord, parce que les codes culturels ne sont pas toujours les mêmes. Et ça veut dire quoi? Que si une série vous montre l'objet épée, vous avez déjà tout un tas d'idées sur ce à quoi va servir l'objet épée et à peu près comment on s'en sert. Ces idées, elles viennent à la fois de vos connaissances historiques, qu'elles soient réalistes ou non, mais également des kilotonnes de divertissements que vous avez déjà vus où apparaît l'objet épée, et donc bon nombre d'idées reçues aussi. Et voilà comment pif paf pouf, quand vous voyez des gens dans A Knight of the Seven Kingdoms se servir d'une épée, vous faites immédiatement le lien avec ce que vous savez déjà, et donc des trucs historiques. Et ça fonctionne pour tout, les chevaux, les tournois, les banquets, les paysans, la vie quotidienne, tout. Et si une série comme Game of Thrones vous montre toutes les références qui vous rattachent au Moyen-Âge, quand bien même elle s'en éloigne un peu, eh bien vous allez engranger des données dans votre case Moyen-Âge. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. Je suis moi-même un énorme consommateur de divertissements historiques ou de fantasy, mais je ne trouve jamais ça inutile de vous donner plus de clés de compréhension et de réflexion sur ce que vous voyez. Bien entendu, ça ne vous empêche absolument pas d'aimer le divertissement qui prend, disons, beaucoup de liberté avec la réalité historique, mais au moins vous pouvez mieux comprendre ce que vous voyez. Moi-même, j'aime énormément certains films ou séries qui prennent des libertés. C'est pas du tout incompatible, mais c'est jamais perdu de bien percevoir les enjeux de l'adaptation de l'histoire, parce que y a des gros enjeux. D'ailleurs, je viens de revoir la série Black Sails, qui se passe un peu avant l'île au trésor, un récit de pirate absolument exceptionnel, et on a là un très bon exemple d'une excellente série, qui pourtant est un mélange entre de l'histoire, du folklore et de la littérature, et je vous la recommande extrêmement chaudement. Extrêmement chaudement, mais en faisant attention à vous rappeler que ce que vous voyez n'est pas forcément la réalité de l'époque, quand bien même ça fait appel à des personnages historiques, à des événements historiques et à des éléments historiques. En tout cas, pour revenir à A Knight of the Seven Kingdoms, je pense que la série ne fait pas exception à toutes ces approches récentes très sérieuses, même si elle tente des trucs sur le registre de l'humour, mais je pense vraiment qu'il y aura un rejet dans certains publics et que d'autres vont adorer, peut-être les plus jeunes aussi. Il y a 6 épisodes qui sortiront au fil de l'eau, et je vous recommande par ailleurs de lire la nouvelle qui est vraiment exceptionnelle. Et n'oubliez pas le code promo ALLSCARE en description, moins 15% sur toute la boutique pour la Saint-Valentin. T'as pas du boulot, toi, au lieu de squatter mes vidéos comme ça, là les temps sont durs, Ah. les applis de rencontre et tout, enfin... Tu pourrais au moins me prêter une arbalète, je veux dire. Bref, nous on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous pouvez prendre le temps de liker, commenter et partager celle-ci, ça aide toujours beaucoup. Mais surtout, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.